Bonjour à tous, c'est Emmanuel Ackermann. Alors, je voulais rebondir aujourd'hui sur l'événement majeur qui occupe le pays actuellement, l'élection présidentielle, hein. Il y a eu le fameux débat hier soir, un peu pathétique, je dois bien avouer. Bon, on n'apprend pas grand-chose de plus et de nouveau, hein. Ça peut juste effectivement décider certaines personnes indécises, en dégoûter beaucoup d'autres, hein, évidemment, en se disant comme Coluche le faisait remarquer il y a 30 ans que on avait surtout l'embarras plutôt que l'embarras du choix et pas vraiment le choix finalement. Mais bon, alors ça c'est du marketing, hein, effectivement. Chacun est là et essaie de présenter un programme. Alors déjà d'entrée de jeu, j'aimerais bien qu'on me cite un homme politique qui a été élu sur un programme et qui a réussi à le mettre en place, ou du moins les points essentiels, hein, à part en général nous amuser avec des mesurettes accessoires, il ne se passe pas grand-chose, hein. Avec Chirac, on a eu un musée. Avec Sarkozy, à part des cadeaux aux groupes financiers, bon, les petites entreprises attendaient toujours quelque chose, mais ils n'ont rien eu. Avec Hollande, alors là, on a eu le terrorisme, on a eu l'augmentation des impôts, etc. Enfin bref. Donc, au niveau des programmes, c'est même pas la peine. Moi, quand j'écoute ça, ça me fait doucement sourire, hein, surtout quand j'entends des deux côtés, hein, quel que soit entre guillemets le camp politique, quand j'entends baisse d'impôts, ça me fait tout de suite penser à une leçon d'un de mes maîtres à la fac d'histoire, hein, qui disait que tous les États, hein, qui se sont succédés, quels qu'ils soient, n'ont jamais supprimé un impôt, hein. Et il prenait comme exemple l'impôt principal du Moyen-Âge, qui était la taille, et qui était à la base un impôt qui avait été levé pour un effort de guerre ponctuel, et qui est devenu l'impôt majoritaire, hein, qui s'est étalé quasiment sur toute la période. Voilà. Et ça me fait penser aussi à une anecdote personnelle, hein. Moi j'ai une société, et à une époque, je ne sais plus sous quelle présidence, enfin on s'en fiche finalement. On a fait tout un tintouin en lui disant que la taxe professionnelle allait être supprimée, tout ça, c'est super. Je me suis dit, ah tiens, super, un impôt qui va être supprimé, c'est cool. Et puis du coup, j'ai reçu un papier des impôts, hein, à la date habituelle. Alors évidemment, c'était plus la taxe professionnelle, c'était devenu le foncier des entreprises. Et du coup, je payais plus cher qu'avant. Voilà, donc c'est un gros foutage de gueule. il y a un moment, il faut être lucide, il faut arrêter. Voilà, enfin bon, bref, hein, j'ai l'impression quand même que la plupart des Français aiment être pris pour des guignols parce que, bon, quelque part, moi c'est pareil, hein, j'ai regardé le débat comme tout le monde. Alors on est là, on a envie de sortir les pop-corn, hein, et puis on est au pestacle. Voilà, donc ça fuse de tous côtés. Et puis en plus, ce que j'ai appris, c'est en règle générale, hein, c'est que dans tous ces débats, on veut voir ce qu'on veut bien voir, comme toujours. Donc finalement, chaque camp est supporté par ses partisans et ils vont trouver leur protagoniste ou leur champion génial. Bon, ça ne change pas. Donc bref, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, hein, concernant cette élection présidentielle et ce qui nous attend. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau personnel, les ressorts psychologiques, parce qu'on apprend beaucoup de choses aussi sur soi, hein, et les réactions qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Et moi, je vous propose tout simplement de faire une seule chose. C'est ce que j'appelle utiliser le zoom. Vous voyez, comme en photographie, vous avez votre appareil photo, puis vous avez un zoom. Alors là, quand on a le nez dans la mélasse, le zoom est très utile parce que quand on est dedans, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Il nous faut, comme disent les Américains, the big picture. Donc il faut pouvoir à la fois zoomer et pouvoir surtout dézoomer. Voilà. Alors pourquoi zoomer et se rapprocher? Parce que moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est quand je suis un petit peu perdu dans tous ces systèmes, essayer de comprendre ce qui se passe. Je reviens toujours au niveau de l'individu. Voilà. Donc, on va du microcosme au macrocosme. Et puis, quand on comparer finalement la nation ou l'État à la situation de l'individu, lambda. Voilà. Et puis, pouvoir dézoomer, c'est-à-dire voir en s'extrayant du factuel, du rinçage de cerveau qu'on nous sert, c'est voir la grande image en fait. Qu'est-ce qui se profile derrière?
voire même au niveau international, voir comment ça se passe, pour essayer de comprendre ce qui se passe, au-delà des programmes et des mesures qui de toute façon seront inapplicables. Voilà. Alors, quand on va utiliser ce zoom, on va faire juste une chose là en premier lieu, on va dézoomer, donc on va regarder. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? On a deux visions politiques différentes, voilà. Donc on a une vision mondialiste qui est liée sur avec la finance, voilà, internationale. Enfin, c'est tout ce qu'on a eu depuis des dizaines d'années, que ce soit quels que soient les gouvernements, les gens qui votent pour les socialistes. Bon, finalement, on a une politique de droite, voilà. Je veux dire, c'est entre guillemets, c'est clair et net. Donc baisse d'impôts, ça me fait sourire. Voilà, tout a augmenté cette année. Si la taxe foncière, c'est pareil, ça a pris je ne sais pas combien de pourcents. Enfin bref. Donc quand on dézoome, on voit effectivement ça. Et puis on a de l'autre côté une vision souverainiste. Voilà. Alors finalement, moi, le truc qui m'intéresse, c'est surtout ça. Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau international? Il y a une chose, vous en tant que petit individu, là, au milieu de tout ça, qu'est-ce qui garantit votre liberté finalement? C'est le fait de vous retrouver entre des forces, des groupes d'intérêts qui s'opposent, tout simplement. Donc on a le bloc atlantiste avec l'Europe et les États-Unis d'un côté, puis on va avoir la Russie de l'autre, le bloc asiatique aussi. Donc ce sont des groupes qui cherchent à faire valoir leur intérêt perso. Voilà. Et donc, ils s'opposent. Et en même temps, il y a la dissuasion. Voilà, ce sont des groupes qui ont les moyens de s'imposer, de faire valoir leurs prérogatives. Voilà. Et c'est ce qui garantit votre liberté. Parce que tant qu'on a la liberté de mouvement, quelque part, on peut faire jouer cette concurrence, entre guillemets. Parce que si demain, il y a un État fédéral, mondial, un gouvernement mondial, nous, vous, moi, en tant qu'individu, on est mort, à part prendre le maquis, mais enfin bon, avec la technologie, on va dire la mondialisation telle qu'elle est, c'est difficile de jouer les pirates. Donc si un jour ça arrive, là on est foutu, parce qu'il y a un groupe, une oligarchie qui commandera et qui décidera de tout. On vous mettra une puce RFID dans le cul et puis c'est terminé. En un clic de souris, on vous fera disparaître du truc. Voilà. Donc, tant qu'il y a ces groupes qui s'opposent, alors il n'y a pas de notion de valeur derrière ça. L'idée, c'est pas d'être pour l'un ou pour l'autre. De toute façon, vous ne faites pas partie du sérail. Ils ne sont pas pour vous. Voilà. Vous ne faites pas partie des bons réseaux. Donc, l'idée, c'est de jouer cette concurrence-là. Et puis, tant que ces groupes s'opposent, nous, on peut effectivement se positionner et chercher un espace de liberté à travers tout ça. Voilà. Donc, voilà, j'ai dézoomé, maintenant je vais rezoomer au niveau de l'individu. Qu'est-ce qui fait, vous, que vous pouvez, qu'est-ce qu'est l'élément finalement qui fait que vous pouvez décider? Alors on est soi-disant dans une démocratie, mais on voit bien qu'avec le développement de l'Europe et de la Commission européenne, enfin bref, on est plutôt dans l'URSS des années 50, quelque part. Ça revient un petit peu à ça, on n'a pas vraiment de pouvoir décisionnaire. Donc moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est de me dire, tiens, si les traités européens sont renégociés et que notamment on puisse faire jouer le référendum d'initiative populaire, comme ils appellent ça, en clair, consulter le peuple, et puis qu'on prenne surtout en considération son choix, ça serait déjà pas mal. En fait, l'idée, c'est de revenir à une forme de démocratie. Alors peut-être une démocratie directe ou indirecte, j'en sais rien, mais enfin bon, une démocratie effective. Et c'est quand même pas le cas, je veux dire, depuis la construction européenne telle qu'elle a été présentée. Voilà, alors, notamment, par exemple, on se réfère à De Gaulle, mais moi j'ai trouvé une vidéo sur YouTube, une vieille vidéo en noir et blanc, où il est dans un colloque, je crois, et puis il met en garde, lui, effectivement, contre une construction européenne qui serait la suppression des nations. C'est exactement, on est exactement dans cette dynamique, et c'est vers ça qu'on tend. Si effectivement le mouvement se poursuit, le mouvement qui a été initié depuis des années, qui a été amplifié sous François Hollande et qui risque de se poursuivre avec Emmanuel Macron. Voilà. Donc moi, c'est le seul truc finalement que je vois qui peut être intéressant. Alors après, effectivement, est-ce
est-ce que Marine Le Pen, au pouvoir, ferait ce qu'elle dit et donnerait le choix par référendum aux gens de pouvoir décider de leur avenir? Alors bon, ça, c'est comme au poker, je serais tenté de dire, il faudrait payer pour voir. On ne peut pas savoir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ça ne change pas, hein, parce que on ne change pas les choses en continuant de la même façon, en mettant en place toujours les mêmes processus. Donc ça, c'est quand même une constante. Voilà, parce que voilà, quand on après, il y a la crédulité des gens aussi qui me sidère un petit peu parce que on nous fait toujours le sketch. Là, on a des mesures, ça va changer, etc. Enfin bon, bref, le rinçage de cerveau habituel. Et en fait, moi, la France en 2017, elle me fait penser un peu à une ménagère de 50 ans qui se gave de merde à la télévision, au téléachat. Et puis qui attend son homme le soir, qui rentre bourré, qui l'a trompé à Tour-Larigot, et puis qui lui tape dessus, voilà. Et puis le soir, il lui demande évidemment, enfin il l'a contraint plus ou moins au devoir conjugal, hein. Et sa femme, finalement, un peu victime du syndrome de Stockholm, lui trouve toujours un tas d'excuses, il a sans doute passé une mauvaise journée. Et puis du coup, ça recommence quoi, à chaque fois, et ça n'en finit pas. Et puis, on sent que c'est toujours le même truc, quoi. Hein, voilà. Donc là, effectivement, ce qui est drôle avec Marine Le Pen, c'est qu'on essaye de nous jouer, encore une fois, le couplet du fascisme, etc. Il faut faire barrage, ceci, cela. C'est une sorte de viol psychologique, en fait. Vous vous faites entuber à longueur d'année sur plein de trucs. Et après, on vous demande quand même de voter pour entre guillemets, vos bourreaux, ou du moins les gens qui, de toute façon, c'est très très clair, ne travaillent pas dans votre intérêt. Donc moi, ça me fait quand même assez sourire. Voilà. Alors après, ceci dit, comme j'en étais sur les ressorts psychologiques, hein, et puis sur cette faculté de zoomer ou de dézoomer pour s'extraire d'une situation et voir ce qui se passe, moi, ce que j'observe, c'est qu'au-delà de ça, c'est que quelque part, on a évidemment une part de responsabilité là-dedans, c'est évident, mais au niveau personnel, il y a quand même des choses qui sont notables, hein. On peut remarquer quand même beaucoup de choses, c'est-à-dire que les manipulations, on sait comment elles se mettent en place. Maintenant, on n'est plus dans les années 80, on a Internet, on a la possibilité de se renseigner. Je vous parlais tout à l'heure de la vidéo de Gaulle. Bon, ça, c'est une information qu'on trouve très facilement sur le net. Donc, on est en 2017 maintenant. C'est-à-dire qu'avec Internet, on a la possibilité d'avoir des avis différents, des médias entre guillemets alternatifs, voire même des médias étrangers officiels qui ont une vision différente. Donc, vous pouvez vous nourrir de toutes ces infos, vous en tant qu'individu, et puis vous faire votre propre idée. Et alors ça, c'est quand même le premier step, hein, parce que je vois encore beaucoup de gens qui sont dans les vieux schémas, qui écoutent BFM TV entre guillemets ou TF1, et puis qui ne vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez. Alors ça a des conséquences parce que, évidemment, au niveau de la nation et puis du vote, sans doute, mais au niveau personnel, rien qu'au niveau personnel. Imaginez-vous, si vous êtes un général d'armée, le fait d'avoir l'information, savoir où sont les troupes ennemies et savoir comment elles vont bouger leurs pions, ça peut être une information capitale. Donc moi, ce qui me sidère, c'est que les gens, la majorité, ne font pas cet effort de recherche. Donc ça, c'est quand même le premier step pour savoir se projeter. Voilà, tout simplement. Comment vous allez pouvoir placer vos pions pour sortir de ce marasme au niveau individuel. Ça, c'est quand même fondamental. Donc ça, c'est le premier step. Puis en plus, le second, c'est effectivement, une fois que j'ai cette information, qu'est-ce que j'en fais? Il faut la traiter. Parce que si vous êtes attentiste, vous attendez effectivement, comme j'ai l'impression la plupart là assis sur le siège en se cramponnant en se disant oulala, le mur il est juste en face, mais bon, on met la tête dans le sable et on veut pas voir. Qu'est-ce que vous faites au niveau individuel pour vous prémunir contre ce qui risque d'arriver ou ce qui va arriver? Parce que bon, tout ça va avoir des conséquences. Ça a déjà eu des conséquences, hein, notamment en termes de la sécurité. En termes de sécurité, avec le terrorisme, ça a des conséquences directes. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, avec ça? Est-ce que vous préparez vos petites bougies, là, vos petites bougies Ikea sur le meuble, hein, prêt à les sortir sur la fenêtre ou sur votre profil Facebook?
ou alors le drapeau français qu'on agitera comme ça, comme un symbole maintenant vide de sens, on va dire. Donc non, l'idée c'est de savoir, même au niveau économique, je prenais un exemple guerrier avec un général d'armée, mais maintenant, si on prend l'information économique, vous êtes un chef d'entreprise avec des responsabilités, l'information, la prise d'information, elle est cruciale. Comment vous allez pouvoir mettre en place une stratégie pour vous-même et puis anticiper ces mouvements. Alors vous pouvez avoir, je prends juste un exemple, vous pouvez avoir votre cœur qui balance du côté, on va dire du côté de Marine Le Pen par exemple, des souverainistes, etc. Mais il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que dans tous les cas de figure, ça va être douloureux. Je veux dire, elle ne va pas arriver au pouvoir, l'autre non plus d'ailleurs, avec d'un coup de baguette magique, éviter tous les soucis, etc. Non, ça va se faire quand même dans la douleur, il faut être lucide. Donc, en fonction de ces scénarios, il va se passer des choses. Alors, quand on a vu le premier tour, par exemple, avec la montée de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, ça pouvait être un risque aussi, ils pouvaient se retrouver au deuxième tour. Qu'est-ce que vous prévoyez dans ce cas-là, au niveau individuel? Parce qu'il faut être quand même lucide, on est dans l'euro, ces gens-là arrivent au pouvoir, et là c'est clair et net, il y a des turbulences financièrement, donc ça veut dire qu'il y a une baisse de votre pouvoir d'achat direct avec une baisse de l'euro, et ça c'est pas moi qui l'invente. Quand on a vu l'Angleterre mettre en place le Brexit, il y a eu des conséquences directes sur la monnaie. Quand la Suisse s'est désolidarisée de l'euro, c'est pareil, il y a eu des conséquences directes. Donc vous, comment vous êtes protégé de ça? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas moi, des trucs à faire, ouvrir un compte en dollars dans un premier temps, acheter de l'or, pourquoi pas? Enfin, bon, voilà. En tout cas, le truc, c'est j'ai une démarche proactive. Voilà, c'est-à-dire je prends l'information, je regarde en posant tout ça sur la table ce qui peut se présenter, je mets en place différents scénarios, puis je m'inscris dans ces différents scénarios pour savoir ce que je peux faire, entre guillemets, pour limiter la casse, éventuellement. Enfin bref. Donc voilà, moi c'était un petit peu quelques réflexions comme ça que je vous balance en vrac. Utilisez le zoom, ça c'est pas mal le zoom, parce que même au niveau individuel, quand vous êtes dans une situation pourrie, notamment quand il y a beaucoup d'affectifs là-dedans, vous n'arrivez pas à vous extraire en fait, vous savez pas, alors vous ressentez un mal-être, vous avez de mauvaises sensations, il y a un truc qui va pas, ça va pas, voilà. Et puis, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, donc il faut arriver à dézoomer, s'extraire de la situation et regarder ça de haut. Prendre les informations, prendre les faits pour ce qu'ils sont, et puis après, agir, mettre en place une stratégie en fonction de différents scénarios. Voilà. Sur ce, bon scénario, et puis surtout, bon entraînement, parce que je pense qu'il va falloir rester de plus en plus en forme. Je crois que c'est quand même ça, c'est la base de la base. C'est ce qui pourra à un moment peut-être sauver vos fesses, on va dire. Donc bon entraînement. Je vous dis à bientôt.